d'édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien et en direct avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Nouvelle journée tendue autour de Gaza. Les factions terroristes via la Croix-Rouge ont restitué ce mardi la dépouille d'un otage assassiné. Examen en cours. Quelques heures plus tôt, Benyamin Netanyahou s'était dit préoccupé par le retard de ces restitutions, plus de 40 jours après le cessez-le-feu. En parallèle, Tsahal a mené de nouvelles frappes, notamment à Rafah, en réponse aux violations et provocations, alors que des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans la partie sud de la bande de Gaza. La question demeure, à quand une rupture totale du cessez-le-feu ? Quand le Hamas vole au secours du Hezbollah, les médias israéliens indiquent que le mouvement palestinien a envoyé ces derniers mois plusieurs centaines de ces terroristes au Liban pour y grossir les rangs de la force Radouane de la milice pro-Iran. Comment interpréter ce signal qui coïncide avec le renforcement du Hamas également au Liban ? Une certitude, l'élimination spectaculaire avant-hier à Beyrouth du chef d'état-major du Hezbollah pousse l'axe iranien à se recomposer en urgence. En Israël, on comprend que l'actuelle configuration est propice, pourquoi pas, à des actions majeures. Enfin, voici le grand favori pour succéder à Emmanuel Macron. Sondage en forme d'électrochoc. Pour la première fois, Jordan Bardella devance tous les autres candidats potentiels du moment au premier tour comme au second tour. Édouard Philippe malmené, Jean-Luc Mélenchon pulvérisé. L'Élysée est-il à portée de main du dauphin de Marine Le Pen ? Peut-il impulser un raz-de-marée de la droite à l'échelle européenne ? Peut-il au passage combattre efficacement la haine anti-juive ? Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. 46 jours se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur officielle du cessez-le-feu à Gaza, un accord au terme duquel l'intégralité, on le sait, des otages vivants ou non devait être immédiatement restituée. Et bien constat, 3 corps manquaient encore à l'appel jusqu'à ce soir. Bonsoir Loïc Stéchir Choukroun, vous êtes ce soir en direct du centre médico-légal d'Abou Kabir au sud de Tel Aviv. 3, dont peut-être celui qui a donc été transféré tout à l'heure depuis la bande de Gaza. L'attente désormais, c'est celle de l'authentification, évidemment. Effectivement, cette longue authentification qui s'apprête à avoir lieu en ce moment même, puisque la dépouille est venue plutôt il y a à peine de cela un peu plus d'une demi-heure maintenant. Elle a été donc rendue par les forces israéliennes. Elle a été escortée depuis Gaza par la police israélienne également. Elle a donc été restituée ici à ce centre médico-légal du sud de Tel Aviv où je me trouve ce soir. Plutôt, c'est le Hamas et le Djihad islamique palestinien qui ont annoncé vouloir rendre une dépouille à Israël. C'est la Croix-Rouge qui est entrée en action il était un peu plus de 16 heures cet après-midi quand la Croix-Rouge a récupéré cette dépouille qui de Ran Gvili, 24 ans, Or 48 ans ou encore Sutissa Green Talak, 43 ans, va être identifié. S'il s'agit bien là d'une dépouille d'un otage israélien, place maintenant à la longue attente pour les familles de ces 3 otages israéliens et thaïlandais pour le dernier, David. L'attente difficile et patiente donc ce soir. Merci beaucoup Loïc Stéchir Choukroun devant l'Institut médico-légal d'Abou Kabir. On interroge ce soir le professeur Kobi Michael. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue, vous êtes ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires stratégiques et chercheur à l'INSS. On a le sentiment que le Hamas, quelque part, peut jouer indéfiniment avec la patience des Israéliens. Est-ce que vous voyez un lien entre le coup de pression ce matin de Benyamin Netanyahou sur la question de la restitution des corps et puis la restitution à laquelle on vient d'assister ? Bonsoir. Je pense que le Hamas a effectivement le sentiment que le temps joue en sa faveur. Et leur idée principale, c'est de perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que de faire passer la première étape le plus longtemps possible pour pouvoir se reconstruire en espérant que la Turquie et le Qatar fassent le travail pour eux. Et ils partent du principe que les Américains ne se hâteront pas de permettre à Israël de riposter de manière trop dure contre eux. Donc je suppose que c'est la raison de leur comportement. Et aujourd'hui, ils rendent ce corps parce qu'ils veulent montrer que oui, ils font un effort quelconque.
et il s'agit aussi d'augmenter la pression exercée sur Israël. Ouais. Vous pensez que le Hamas teste depuis le début de cet accord quelque part les limites d'Israël et celles aussi peut-être du soutien américain? On teste les limites jusqu'à quand les Américains et jusqu'à où les Américains vont soutenir Israël et peut-être autoriser une reprise des hostilités? Oui, effectivement. C'est pourquoi, dès le premier jour du cessez-le-feu, le Hamas ne cesse de violer cet accord. Je souligne que ça n'est pas seulement des tirs directs en direction de soldats de Tsahal le long de la ligne jaune, mais l'autre violation, c'est leur réarmement et le renforcement de leurs capacités. Il y a aussi une violation quand il s'agit du retour des corps d'otages. Et il me semble qu'ils se permettent de tester l'impatience et les nerfs d'Israël parce qu'ils ont le sentiment que les Américains sont très déterminés à empêcher la reprise des combats. Donc, ils veulent retarder le moment où Israël pourrait reprendre les combats en essayant de créer des règles du jeu qui leur conviennent mieux. Et justement, vous pensez qu'en retardant les restitutions, le Hamas joue avec le feu et que cet accord pourrait être rompu pour de bon? D'ailleurs, on apprend ce soir que 5 terroristes ont été éliminés par Tsahal, donc Tsahal qui ne fait aucun cadeau au Hamas. Vous pensez que cet accord peut être rompu? Oui, les soldats qui sont sortis de ce tunnel sont dans un secteur qui est sous contrôle de l'armée israélienne. L'armée leur a fait comprendre qu'ils n'avaient le choix que de se rendre ou de mourir. Pour l'instant, ils ont choisi la mort. Mais c'est quelque chose de marginal. Ce qui est plus important, c'est le retour des otages. On verra si ce soir, ils ont véritablement rendu la dépouille d'un otage. Il reste donc 2 dépouilles d'otages et je pense qu'en ce sens, ils essayent encore de gagner un peu de temps. Et ces violations, l'essentiel des violations, c'est le renforcement militaire et le renforcement de leur contrôle civil. Voilà, message assez clair. Merci beaucoup, professeur Kobi Michael. Vous restez avec nous. On va revenir avec vous dans quelques instants parce qu'en toile de fond de la situation à Gaza, eh bien, étonnant ou pas, ce partenariat, sans doute plus étroit que jamais, entre 2 des ennemis jurés d'Israël. D'après le média public israélien Cannes, le Hamas aurait donc envoyé au cours des derniers mois plusieurs centaines de ces terroristes pour épauler le Hezbollah au Liban. Un soutien d'autant plus nécessaire que la milice pro-Iran est en difficulté, on le sait, suite aux récentes opérations de Tsahal, qui ont notamment coûté la vie à son chef d'état-major à Beyrouth. Le pourquoi du comment d'abord, Sandy Fortis. L'opération des Beepers, les frappes sur la Dahria à Beyrouth, les éliminations ont ciblé contre les plus hauts responsables du Hezbollah. Les opérations de Tsahal des 2 dernières années ont beaucoup affaibli le mouvement terroriste chiite libanais. Un coup dur qui a poussé le Hezbollah à accepter du renfort de la part de son allié, le Hamas. L'organisation terroriste palestinienne lui a envoyé des compagnies entières. Des centaines de terroristes ont ainsi rejoint les forces Radouane au Liban au cours des derniers mois. Depuis le cessez-le-feu, le Hamas, de son côté, reprend des forces, y compris au Liban, où l'organisation terroriste étend sa puissance militaire et accroît sa production de roquettes. Les activités du Hamas se concentrent principalement dans les villes de Tyr, Sidon et Tripoli, où Tsahal continue de combattre le terrorisme, comme lors d'une attaque la semaine dernière qui a visé un centre de recrutement du Hamas. Lors de cette frappe visant un centre d'entraînement affilié à l'organisation, 13 terroristes du Hamas ont été éliminés. Suite à la dernière frappe israélienne à Beyrouth qui a permis l'élimination du chef d'état-major du Hezbollah, Ali Tabatabai, Tsahal estime que la réponse du mouvement terroriste sera limitée. Malgré les tensions, Israël ne s'attend pas à une escalade majeure sur le front nord pour le moment. Situation tout de même volatile, on vous retrouve Kobi Michael. Alors votre avis sur tout cela, le Hamas qui volerait au secours du Hezbollah, mais le Hamas lui-même, on le sait qu'il est affaibli lui aussi a priori. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est l'Iran qui dispatche un petit peu les forces en ce moment entre le Liban et la bande de Gaza?
L'Iran essaye de mener tous les efforts pour compenser la perte de ses infrastructures. L'effort principal, c'est face au Hezbollah, parce que c'est beaucoup plus difficile dans la bande de Gaza avec le Hamas, mais ils essayent aussi de renforcer le Hamas. Ces tentatives de venir en aide à ces organisations continuent. Du point de vue iranien, la guerre n'est absolument pas terminée et ces satellites lui sont encore nécessaires. C'est pourquoi l'Iran fait ses efforts. Il ne s'agit pas seulement du Hezbollah, du Hamas, il s'agit aussi des Houthis au Yémen et des milices en Irak. Ils n'ont pas renoncé à s'ancrer également dans le sud de la Syrie. Est-ce que vous dites méfiance tout de même, ne pas s'endormir parce que le Hezbollah multiplie les signaux selon lesquels il serait à bout de force, il serait à court de moyens. Ça ne lui ressemble pas au Hezbollah. Il est toujours en mesure, vous pensez, de surprendre quand même Israël ? Surprendre, j'espère que non. Mais est-ce que le Hezbollah peut décider de réagir aux opérations israéliennes au Liban? Oui, ça c'est possible. Et cela peut être aussi le résultat d'un mauvais calcul de leur part. Pour le moment, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que s'ils ne réagissent pas, eh bien, ils sont vus comme faibles, mais s'ils réagissent, ils risquent une riposte israélienne très sévère. Et ce sera une justification pour Israël, peut-être, de détruire complètement l'organisation chiite. Donc, ils sont dans une sorte de détresse stratégique. C'est aussi une organisation qui a subi des coups durs et qui est bien moins puissante que par le passé, mais le Hezbollah continue à avoir des capacités et l'Iran, comme je l'ai dit, continue à mener des efforts pour reconstruire le Hezbollah et pour en faire de nouveau un ennemi important face à Israël. Alors justement, face à ça, pour Israël en tout cas, la configuration actuelle donc d'affaiblissement à la fois du Hamas et du Hezbollah, est-ce que vous pensez qu'elle invite à aller plus loin, peut-être à porter des coups majeurs, le coup de grâce, pourquoi pas, aux terroristes ? Tout d'abord, c'est possible, mais il faut que se créent des circonstances très particulières. Dans la bande de Gaza, il faudrait que les Américains parviennent à la conclusion que le Hamas est un obstacle au plan Trump et qu'il n'y a pas de choix que de l'éliminer, que de le démanteler, et Israël est le seul pays à pouvoir le faire. Au Liban, la situation est un peu plus simple parce que ce sont les Américains qui poussent ou même encouragent Israël à mener des opérations plus dures parce les Américains sont très déçus des performances du gouvernement libanais parce que le gouvernement libanais ne veut pas forcément respecter ses obligations ayant peur d'une guerre civile. Effectivement, pression peut-être accentuée sur le gouvernement de Beyrouth. Merci beaucoup à vous, professeur Kobi Michael, d'avoir été avec nous. Et merci à Michael Val pour la traduction. Alors l'occasion est bien de mieux comprendre peut-être la réalité du terrain. Qui veut qu'à Gaza, la traque des terroristes, cessez-le-feu ou pas, se joue au quotidien. On garde en tête ces membres du Hamas piégés dans leur tunnel à Rafah. 17 d'entre eux ont tenté de s'évader au cours du week-end. 6 ont été capturés, les autres neutralisés. Notre reporter Inon Shalom a participé avec un commandant de la brigade Golani à une opération visant à démanteler une poche terroriste. Immersion avec ce reportage adapté par Eric Fendler. Plus d'un mois après que le cessez-le-feu ait été déclaré à Gaza, les combats continuent dans la zone de Rafah. Une poche de terroristes assiégée à l'est de la ville a été repérée par Tsahal juste après le début de l'accord et continue d'être l'une des préoccupations importantes du commandement général de Gaza. Celui-ci a envoyé les combattants aguerris des brigades des Golani et du Nahal pour commencer à l'attaquer dans les sous-sols de Rafah. בכיס המחבלים בשכונת ג'ניינה ברפיח, המקום שבו מתחת לפני הקרקע עדיין נמצאים עשרות מחבלים שנסתגרים במספר כיסים בצפון מזרח רפיח. כמה עשרות כבר יצאו החוצה, חלקם חוסלו, אחרים נשבו ועכשיו מדברים בחקירות, אבל הלחימה כאן נמשכת, בגלל שעדיין לא יודעים היכן בדיוק
כולם נמצאים והאם הם יכולים לצאת, אז הכל נעשה כאן עם הרבה מאוד אש. היום התוואי התת-קרקעי נמצא היום מבחינתנו, מבחינת הידע שלנו והיכולות שלנו, במצב של עליונות. היום אנחנו יודעים להגיע לכל נקודה בתת-קרקע, זה מוביל אותנו להישגים. אני יכול להגיד שאחרי אימונים רבים וידע רב שנצבר בלחימה פה, אנחנו אורבים למחבלים בתת-קרקע, אנחנו מסתובבים בתת-קרקע, אנחנו יודעים איך הם חיים בתת-קרקע ואנחנו הורגים אותם בתת-קרקע. En fin de semaine dernière, il y a eu un véritable revirement. 17 terroristes sont sortis des souterrains à 2 endroits et ont essayé de fuir derrière la ligne jaune, encore contrôlée par le Hamas. Tsahal voit cela comme un premier signe de la réussite de la pression militaire qu'ils maintiennent sur l'organisation terroriste et ses hommes. תצפית זיהתה את הבריחה ואז הם התחילו להתפזר בשטח, יצאנו עם יחידת מירול, הצלחנו למצוא מחבלים בין ההריסות שהתנגדו, חיסלנו אותם, המחבלים שלא התנגדו, שווינו אותם והעברנו אותם לחקירת השב"כ. אנחנו מבינים שהם מחפשים את המקומות האלה של שימורים, של מים, של חשמל, אז גם את זה אנחנו גורעים מהם וגם את התת-קרקע. ולאט לאט הוא מבין שאין לו ברירה, ולכן אתמול ראינו, או שלשום, הלכה למעשה, את האויב יוצא החוצה ומנסה להשיג מזון, מים, או לברוח למואסי. היו כל מיני דיבורים, כן לתת להם לצאת, לא לתת להם לצאת, אולי מרחב בטוח. מה אומרים אצלכם? אצלנו יש מרחב בטוח אחד, וזה המוות. קיבלתי משימה להרוג או לשבות, וזה מה שאני מבצע. Lors de leurs interrogatoires, les 6 terroristes arrêtés ont commencé à raconter ce qui se passe dans les tunnels. Les réserves de nourriture sont épuisées et ils ne peuvent plus en recevoir grâce au forage dans les tunnels qu'ont effectué les forces du génie. Des dizaines de corps de leurs morts y sont entassés à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Et le plus important, des dizaines de terroristes encore en vie mais assiégés sont en plein dilemme. יש עוד עשרות, כשאנחנו פועלים פה בצוות קרב משותף, שאפשר לראות פה גם מאחוריי, טנקים, נמרים, כוחות רגליים, כוחות מיוחדים. צריך פשוט לחפש את האויב, לאתר אותו בתת קרקע, למצוא את המרחב שבו הוא נמצא. ביממות האחרונות יש התפתחות, זה יכול לקחת בין יממות עדות לשבועות. אנחנו על המשימה, עושים הכי טוב שאפשר, הכי מהר ובצורה הכי מובטחת. בסוף אנחנו כאן מחזיקים יותר חזק, אנחנו נמצאים בעל קרקע, מחפשים אותם, הם מתחבאים, הם בקרב נסיגה, חד משמעית קרב נסיגה. אנחנו בסוף אלה ששולטים פה ומחפשים וצדים אותם בסוף. אין להם יתרון, הם במנוסה, הם רזים, אין להם אוכל, הם על עדים אפשר לומר. אנחנו נסיים פה שכל האויב יהיה או שבוי או הרוג. Les objectifs sont clairs. On va s'intéresser maintenant aux déclarations récentes du Premier ministre israélien. C'est au cours de la réunion du cabinet jeudi dernier que Binyamin Netanyahou a affirmé que les accords conclus pour libérer les otages encourageront, dit-il, de futurs enlèvements. Et on se souvient que c'était justement l'avertissement de nombreux experts il y a 14 ans à l'issue de l'accord Shalit, en otages israéliens libérés contre plus de 1000 Palestiniens, dont on sait certains des pires terroristes, dont Sinwar. 3 questions tout de suite à ce sujet. On va les poser ce soir. Yossi Amrossi, bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes ancien agent du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens. Eh bien, première question, pourquoi les recommandations de la commission Shamgar, suite donc à l'affaire Shalit, n'ont-elles jamais été suivies? À savoir, pas de médiatisation des dossiers d'otages, pas de médiatisation des négociations. Résultat, on l'a vu, le Hamas se nourrit des manifestations anti-gouvernement et puis il profite d'un bouclier humain quelque part de très longue durée. Il y a 2 raisons principales qui poussent les terroristes à enlever des civils, le Hamas ou le Hezbollah. Ils savent tout d'abord que nous sommes très sensibles à la valeur des vies humaines, que tout otage, qu'il s'agisse d'un civil ou d'un soldat, est important et que l'État d'Israël est prêt à payer très cher le retour de ces otages. Le deuxième élément qui est très important pour ces organisations, on a entendu par exemple Yehia Sinwar dire à plusieurs dizaines de reprises, ils veulent la libération de prisonniers. Ils comprennent que ces otages, peu importe qui, à condition qu'il s'agisse d'Israéliens, eh bien, il s'agit d'enlever le plus d'Israéliens possible pour les utiliser comme monnaie d'échange pour libérer les prisonniers. Ils prêtent serment aux prisonniers qui sont dans les prisons israéliennes qu'ils vont tout faire pour les libérer.
Ce sont là les deux raisons qui poussent ces organisations terroristes à mener des tentatives d'enlèvement. Et surtout pour libérer ceux qui sont dans les prisons. Cette commission Shamgar a été créée en 2008, mais n'a rendu ses conclusions qu'en 2012, après la libération de Gilad Shalit. Même pour les responsables de l'époque et pour la commission, ils avaient compris que c'était un sujet très sensible. Les recommandations n'ont même pas été publiées dans leur intégralité, mais certaines de ces conclusions ont été publiées dans les médias. Je ne sais pas si ce sont les vraies conclusions de la commission. Par exemple, il avait été recommandé qu'on ne libère que quelques prisonniers en échange d'un otage, une dépouille en échange d'une autre, qu'il y ait une déconnexion entre les familles des otages et le gouvernement afin de réduire l'influence des familles d'otages. Et on a aussi parlé des conditions des prisonniers dans les prisons israéliennes, ce qu'on a vu au cours des 2 dernières semaines. Ouais, donc on comprend, il n'y a pas de solution miracle face à ces enlèvements qui sont très lucratifs, si on peut dire, en termes d'échanges contre les terroristes, mais peut-être des moyens de pression plus directs, plus discrets, plus efficaces aussi, qui dissuaderaient vraiment, même si on a du mal à utiliser ce mot de dissuasion avec des terroristes. Est-ce que vous avez des idées pour justement éviter de retomber dans ce type d'erreur ? Tout d'abord, je pense que le gouvernement israélien doit courageusement adopter les suggestions, les recommandations de la commission Shamgar. C'est essentiel, c'est vital et cela contribuera nettement à la sécurité de l'État d'Israël à l'avenir. Et si, à Dieu ne pèse, nous avons de nouveau des enlèvements, eh bien, la loi fixera que le nombre de prisonniers libérés soit limité. De notre point de vue, c'est très important de libérer les otages. Mais si on prend par exemple l'accord sur la libération de Gilad Shalit en 2011, l'État d'Israël a libéré 1027 prisonniers, dont Yehia Sinwar, en échange d'un soldat israélien. Et on en a payé le prix en 2023. Si votre question porte sur d'autres opérations, eh bien, on parle ces derniers jours de la peine de mort pour les terroristes. Il y a là des avantages et des inconvénients. Mais si l'État d'Israël adopte les recommandations de la commission Shamgar et les inscrit dans la loi, on a voulu d'ailleurs il y a quelques années l'inscrire dans la loi, mais en fin de compte on ne l'a pas fait. Donc 2 pistes intéressantes, inscrire des conditions claires dans la loi et puis pourquoi pas la peine de mort. Un mot rapide, Yossi Amrossi, sur le climat actuel, quand même ces tensions entre le chef d'état-major Eyal Zamir et le ministre de la Défense Israël Katz. Est-ce que c'est un problème qu'elle soit exposée au grand jour comme en ce moment ? Oui, écoutez, ça n'est pas le premier affrontement entre les deux hommes. On a déjà eu plusieurs affrontements et à mon avis, c'est quelque chose qui nuit à la sécurité d'Israël. Le ministre et le chef d'état-major doivent absolument apprendre à travailler ensemble. On ne peut pas faire autrement, c'est quelque chose de très sérieux. Il est vrai que le ministre ne doit pas approuver automatiquement tout ce que le chef d'état-major décide de faire. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont du ressort du chef de l'état-major. Et la deuxième chose, c'est que même s'il y a un désaccord, il faut en parler en privé. Ils sont dans le même bâtiment de bureau. En 30 secondes, vous pouvez vous rendre dans le bureau l'un de l'autre. Et on peut résoudre très rapidement les problèmes. Et à mes yeux, en tant que citoyen, je ne suis pas un politique, mais on a le sentiment qu'il y a derrière cela des motivations politiques de la part du ministre de la Défense qui veut montrer son importance et montrer qu'il a du pouvoir avant les primaires au Likoud. Et je lance un appel au ministre de la Défense, laissez le chef d'état-major travailler
travailler et accomplir sa mission. Et moi qui ai fait partie des services de sécurité, si le chef d'état-major est perçu comme quelqu'un qui n'a pas de parole, que vont dire ses subordonnés? Je pense que Benjamin Netanyahu doit frapper du poing sur la table et leur dire de travailler en bonne entente. Ouais. Si ça n'est pas le cas, on risque d'avoir une explosion qui risque d'entraîner la démission du chef d'état-major. Encore une fois, ce sera le mot de la fin. Discrétion, ça fait d'ailleurs le lien avec la première question. Merci beaucoup à vous, Yossi Amrossi, d'avoir été ce soir en direct avec nous. L'actualité sécuritaire, c'est aussi dans les territoires de Judée et de Samarie. Plus d'un an après, les responsables de 2 attentats meurtriers ont été retrouvés et éliminés par Tsahal. Il s'agit des terroristes ayant assassiné des Israéliens à Kdoumim et près de Naplouse en mai et août 2024. Démonstration de la détermination israélienne dans ce combat de longue haleine contre la terreur. Loïc Stécher, je crois. Des coups de feu à répétition. Une nouvelle opération antiterroriste a eu lieu cette nuit à Naplouse en Cisjordanie. Elle a été menée par le Shin Bet, Tsahal et la police israélienne. Après des échanges de tirs nourris, un terroriste palestinien a été neutralisé par des missiles et drones explosifs sur le bâtiment où il se trouvait. En mai 2024, l'homme en question avait foncé avec son véhicule sur un poste de l'armée israélienne à l'extérieur de Naplouse, tuant 2 soldats, les sergents-chefs de la brigade Kfir, Elia Hillel et Diego Shviva Arsaj, tous 2 âgés de 20 ans. Après sa fuite, le terroriste s'était rendu aux forces palestiniennes mais a été libéré. Il était depuis lors recherché par Israël. Et puis plus tôt, ce matin, une autre opération antiterroriste a été menée par les forces israéliennes, cette fois à Jenin, où le terroriste responsable de la mort d'un Israélien a été éliminé. Gideon Perry a été tué le 18 août 2024 à coups de couteau. Le terroriste lui avait dérobé son arme et son véhicule avant de prendre la fuite. Il était lui aussi recherché par Israël depuis plus d'1 an. Les combattants de l'unité d'Ovdevan opérant sur place à Jenin ont trouvé des armes de type Carlo, un M16, une bombe et des munitions. Allez, on va passer tout de suite à l'info chrono en images. La météo d'abord et ces images spectaculaires. Israël traversé par des pluies diluviennes la nuit dernière ainsi que ce matin. Résultat, inondations et blocages routiers dans certaines parties du pays. Record à Karné Shomron en Samarie, 48 mm d'eau. Et les secours en action également à Beersheva, Kiryat Gat ou Beth Shemesh. Des crues éclairs constatés par ailleurs dans les zones désertiques du sud. L'accalmie est survenue dès la mi-journée. Comment peut-on porter un tel nom encore aujourd'hui? On peut même gagner une élection avec, en Namibie, Adolf Hitler Unona, 59 ans, est en position de remporter un second mandat en tant qu'administrateur de la circonscription d'Ompuja dans le nord de ce pays. Il y a quelques années, il avait expliqué aux médias allemands que son père lui avait attribué le nom du monstre nazi sans en mesurer la portée. Et puis ces images de la haine sans frontières contre Israël en Angleterre, attaque violente de 6 activistes du groupe Palestine Action, classé terroriste d'ailleurs au Royaume-Uni. La cible, un site de la société israélienne de défense Elbit Systems. Les individus en question ont pénétré dans l'usine par effraction avec un véhicule. À l'intérieur, des actes de vandalisme ainsi que l'agression de policiers avec un marteau de 5 kg. Résultat, fracture de la colonne vertébrale pour l'une des policières et à l'arrivée, des arrestations. Et revenons dans un Moyen-Orient en mouvement. Alors, un Moyen-Orient en mode reconfiguration quasi permanente. On va évoquer ce soir les accords d'Abraham avec cette bonne nouvelle. Pour les touristes israéliens, la compagnie Emirates va reprendre bientôt ses vols, a priori, vers Israël. Bonsoir Sandy Fortis. Dites-nous tout, Sandy, que sait-on sur ce retour très attendu par certains? Effectivement, David, la liaison Tel Aviv-Dubaï a été suspendue depuis les massacres du 7 octobre, mais il semble qu'elle soit bientôt de retour. C'est une information qu'ont rapporté nos confrères de la chaîne publique israélienne Cannes. La ministre des Transports, Miri Regev, s'est rendue à Dubaï la semaine dernière. Elle y a rencontré de hauts responsables émiratis et ces derniers auraient exprimé leur volonté de reprendre les opérations entre Israël et les Émirats au cours du premier trimestre 2026. Une bonne nouvelle pour les Israéliens, mais à prendre avec précaution
Attention tout de même, pour le moment, la compagnie aérienne n'a pas encore réservé de créneaux horaires ni programmé aucun vol à l'aéroport Ben Gurion. Emirates n'a pas non plus mis de billets en vente ni même annoncé la fréquence des vols sur cette liaison. Il y a encore plusieurs détails à régler donc avant de revoir ces vols directs reprendre. En tout cas, Sandy, autre bonne nouvelle pour Israël, le pays semble redevenir peu à peu une destination classée comme sûre. Eh bien, c'est en tout cas ce que pense Amsterdam, puisque les Pays-Bas ont décidé d'alléger les recommandations de voyage concernant Israël. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a décidé de reclasser la plupart des territoires du pays et désormais, eh bien, il n'est plus déconseillé aux touristes néerlandais de se rendre en Israël ni de visiter la plupart des parties du pays. Une décision évidemment liée au cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas le 10 octobre dernier qui confirme la tendance à un retour progressif à la normale. Et est-ce que cela se traduira également par une baisse des prix des billets d'avion? On ne peut que l'espérer. Ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Sandy Fortis. Eh bien, continuons justement avec les bonnes nouvelles. Décidément, économie toujours, puisqu'on apprend, information i24 News d'ailleurs, que la construction du fameux chemin de fer entre les Émirats Arabes Unis et Israël jusqu'à Haïfa, elle s'est poursuivie durant la guerre. On va en parler avec un expert ce soir, le docteur Alex Coman, qui nous rejoint. Bonsoir. Merci à vous, expert économique à l'université de Tel Aviv. Parlez-nous d'abord de l'importance donc de cette voie ferrée qui fait le lien entre le Golfe quand même et Israël. Pourquoi c'est historique et pourquoi ça peut changer quand même la face de la région? C'est un train qui n'est pas seulement un chemin de fer, il s'agit de reconstituer une partie de la route de la soie, cette mythologique route qui va de l'Inde vers l'Europe en passant par Dubaï et Israël. C'est important pour tous les pays qui se trouvent sur cette route parce qu'on n'a pas besoin de passer sur le territoire contrôlé par les Houthis ou de payer le passage dans le canal de Suez. Pour Israël, c'est très important parce que sur le plan diplomatique, il y a cet intérêt économique qui va créer des liens avec l'Arabie Saoudite, avec Dubaï et avec l'Inde. C'est un projet aussi important pour ces pays-là parce qu'il s'agit de faire passer, de transporter de l'énergie. Ça n'est pas seulement des marchandises, mais aussi des lignes avec de l'énergie solaire qui pourrait être transportée parce que l'Europe craint beaucoup Poutine et dépend encore du gaz russe. Et là, on aurait une alternative qui contournerait la Russie de Poutine. C'est une des raisons pour lesquelles les pays producteurs de pétrole qui voient la fin de l'époque du pétrole et l'émergence d'énergie verte et qui considèrent que c'est une très belle occasion. Et pour Israël, il s'agit aussi de contourner les territoires menacés par les Houthis. Donc on résume, un train à grande vitesse qui va faire d'Israël un hub entre l'Asie et l'Europe, c'est très important. Pourquoi c'est secret? Pourquoi justement est-ce que tout cela se fait en secret quelque part? Qui a peur de révéler cela? Les craintes viennent surtout des pays arabes qui ne veulent pas voir que pendant cette guerre dans la bande de Gaza, ils collaborent avec l'ennemi sioniste. C'est pourquoi on a fait ça discrètement, mais la construction s'est poursuivie. C'est ça qui est très intéressant. Malgré ces 2 années de combat, ils ont continué à promouvoir ce chemin de fer et c'est fantastique. Cela montre à quel point c'est important. Et ces pays n'ont pas dit voilà, on suspend. Et cela contourne aussi l'Iran, ce qui est un point important pour tous les pays de la région. Donc c'est ça, c'est important parce qu'on avait pensé que la guerre à Gaza, elle aurait pu ruiner les perspectives justement qui étaient nées des accords d'Abraham. Non seulement il n'en est rien, mais en plus ça se poursuit, c'est l'inverse, avec plus d'intensité. Le commerce, ça reste quand même peut-être le socle d'avenir pour la région. Oui, c'est quelque chose de fantastique. Le lien, l'intérêt économique surplombe, surmonte l'hostilité politique et on voit que l'Arabie Saoudite parle des accords d'un renforcement des relations, même s'il y a des obstacles en attendant un État palestinien. Nous voyons que les intérêts économiques sont très forts. L'État
l'Arabie Saoudite parle d'une centrale nucléaire électrique, ce qui ajouterait à l'énergie solaire. Donc de leur point de vue, c'est une transition énergétique, c'est-à-dire que ne plus d'être dépendant du pétrole. Et pour le prince héritier Mohammed bin Salman, il est très important pour lui de montrer qu'il a un pied dans l'avenir. Voilà, l'économie au service de la stabilité politique et sécuritaire. Pourquoi pas donc aussi au Moyen-Orient à vérifier. Merci beaucoup, docteur Alex Coman, d'être venu ce soir sur notre plateau. Et puisqu'on parle des Émirats, eh bien, on va faire entendre l'ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi qui nous a accordé quelques minutes d'entretien et il évoque notamment le rapprochement potentiel, cette fois-ci, entre Israël et l'Arabie Saoudite. Écoutons Yossi Sheli. On a vu dans la visite que MBS il a fait en les États-Unis et là-bas il a changé un petit peu. Avant il disait avant d'être l'État palestinien ils veulent rien faire, il n'y a pas d'accord. Mais là il a changé un petit peu. Il a dit on doit trouver un passage dans 5 ans, 6 ans et il veut la garantie de l'UCA. Quelle garantie que ce pas il va avancer et si ça va arriver, peut-être qu'il commence les Abraham Accords. Alors je crois que c'est un grand changement et je félicite sur le changement. Eh bien, transition trouvée, il est temps, c'est notre dossier de la semaine. Tout de suite, mieux comprendre les racines et les perspectives de la relation Israël-États-Unis. Et après avoir consacré nos 2 premiers épisodes à l'historique de cette relation complexe entre Washington et Jérusalem, on va ce soir entrer plus en profondeur, explorer la partie sans doute la plus solide et la plus sensible, à savoir l'alliance stratégique. Elle s'est façonnée sur plusieurs décennies par les armes, par les renseignements et aussi par des intérêts communs, dont l'objectif de contrer l'Iran. Elle se chiffre aussi, vous le voyez, en milliards de dollars par an, mais aujourd'hui, de part et d'autre, eh bien, on réfléchit à une petite mise à jour. État des lieux, tout d'abord avec Déborah Benayoun. Une alliance stratégique de 40 ans. Depuis les années 1980, Israël et les États-Unis ont scellé et consolidé un pacte sécuritaire unique au monde. Parmi les aspects clés, une aide militaire substantielle de 3,8 milliards de dollars par an. Le dernier accord en date, signé en 2016 sous Barack Obama, couvre la période de 2019 à 2028. La majeure partie de cette aide est réinvestie dans l'industrie américaine. Une autre alimente l'innovation israélienne, partagée ensuite avec l'allié américain. Et depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis ont autorisé une aide militaire supplémentaire à Israël d'au moins 16,3 milliards de dollars. 500 millions de dollars sont consacrés chaque année au programme de coopération en matière de défense antimissile, comme le Dôme de Fer, la Fronde de David ou encore Arrow. Entre 2019 et 2023, les États-Unis représentaient 69 à 78% des importations d'armes d'Israël. Parmi ces équipements, des missiles, des avions, des hélicoptères de combat et des munitions spécialisées. Autre aspect essentiel du partenariat américano-israélien, le renseignement, considéré comme l'un des plus étroits au monde. Analyse partagée, signaux électroniques, opérations cyber, des unités du Mossad, de la CIA et de l'US Cybercommande coopèrent sur les menaces balistiques, les trafics d'armes et les réseaux iraniens dans la région. Enfin, c'est sur le sujet de l'Iran que les deux pays se retrouvent. Depuis plusieurs décennies, Jérusalem et Washington mènent une guerre de l'ombre contre les gardiens de la Révolution. Une collaboration d'autant plus visible lors de la guerre des 12 jours en juin dernier. Dans la nuit du 21 au 22 juin, des bombardiers B-2 américains frappent le programme nucléaire iranien, une semaine après le déclenchement de l'opération Éveil du Lion par Israël. Le coup de grâce qu'attendait Jérusalem. Pour autant, les désaccords existent entre les deux partenaires. Mais dans les faits, cette alliance reste indispensable à l'un comme à l'autre. Voilà, relation parfois secouée, mais jamais rompue. On verra d'ailleurs demain comment elle est aussi un enjeu explosif aujourd'hui au cœur de la politique intérieure américaine. Alors en attendant, eh bien, on veut aussi du concret pour mieux appréhender cette coopération sécuritaire souvent décisive. 2 anecdotes édifiantes ce soir. Bonsoir Déborah Benayoun, c'est vous qui signez ce dossier ce soir. D'abord, été 2007, on revient 15 ans en arrière, un peu plus même. Il s'agit de neutraliser le programme nucléaire syrien à l'époque de Bachar el-Assad. Washington et Jérusalem, main dans la main. Bonsoir David, effectivement il s'agit de l'opération Orcard, c'était dans la nuit du 5 au 6 septembre 2007, l'armée de l'air israélienne qui vise un réacteur nucléaire en cours de construction sur le site syrien d'Al-Kibar dans la région de Deir ez-Zor, officiellement
aucune participation des États-Unis à l'opération, mais en sous-main, Washington, par le biais de la CIA et aussi de la NSA, a fourni finalement des informations cruciales à Jérusalem avant l'attaque, ce qui a permis d'ailleurs à Tzahal d'entrer et de sortir sans être détecté, mais surtout de détruire un réacteur probablement destiné à des armes nucléaires. Ouais, puis quelques années plus tard, Déborah, autre programme nucléaire, cette fois-ci celui de l'Iran, et là c'est l'informatique qui va frapper. Et oui, avec le virus Stuxnet, c'était donc en 2010. Le virus a été découvert en 2010. Il ciblait des centrifugeuses de la centrale de Natanz en Iran pour en perturber le fonctionnement. Résultat, des milliers de machines qui sont détruites et le programme nucléaire de Téhéran qui est retardé de 18 mois à 2 ans selon l'administration Obama. En 2012, c'est confirmé. Les États-Unis ont bien développé Stuxnet avec Israël dès 2007. Et il semblerait que la NSA ait même travaillé avec l'unité 8200. Conclusion, cette collaboration États-Unis-Israël qu'on a vue bien visible, elle se fait aussi à l'abri des regards. Effectivement, merci beaucoup Déborah Benayoun. Et un expert pour aller encore plus loin, Emmanuel Navon qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous, professeur à l'université de Tel Aviv. On comprend qu'Israël a longtemps effectivement eu besoin de ce soutien financier militaire américain, mais est-ce qu'Israël est devenu quelque part trop dépendant, notamment depuis cet accord de 2016 sous Obama, qui conditionne quand même cette aide à l'achat massif d'armement américain, et puis à la fermeture aussi de certaines usines d'armement en Israël. Est-ce que vous pensez que ça a nourri, que ça a amplifié cette dépendance quelque part ? D'abord, cette dépendance, elle commence, on va dire, enfin plutôt cette alliance militaire, elle commence à la fin des années 60. Elle est renforcée avec les accords de Camp David, les accords entre l'Égypte et Israël, où les États-Unis finalement accroissent leur soutien militaire à Israël, mais cet argent, ça n'est pas de la charité, ce sont des sommes qui sont dépensées pour l'industrie militaire américaine. Subvention déguisée. Subvention, et puis comme l'a rappelé votre reportage, Israël est également un atout pour les États-Unis. Cette relation, elle bénéficie les deux parties. Mais c'est vrai, et on l'a vu dans la guerre récente, actuelle, sur cette front que, il y a une dépendance du côté israélien vis-à-vis de l'armement américain. Alors justement, on parle de plus en plus aux États-Unis, et y compris chez certains républicains, de mettre un terme à ces versements annuels à Israël. D'ailleurs, en Israël aussi, on réfléchit quelque part à trouver le moyen de s'en passer. Est-ce que ce serait un mal pour un bien, d'autant qu'aujourd'hui, peut-être, l'économie israélienne peut s'en passer beaucoup plus qu'avant ? C'est clair qu'aujourd'hui, Israël n'est plus l'Israël de 1979 au moment des accords de Camp David. Israël aujourd'hui est une grande puissance, également économique. Et bien entendu, cette dépendance sur l'armement est un véritable problème. Si le président Biden avait voulu, il aurait pu effectivement nous couper les vivres. Et il y a eu des limitations. Ça a repris ensuite sous Trump, mais ça montre bien que cette dépendance aujourd'hui, elle est extrêmement problématique. Donc c'est pas seulement une partie des républicains qui suggèrent cette idée, mais également en Israël. On en parle de plus en plus, et je pense que la guerre, cette fameuse guerre sur 7 fronts, est véritablement une opportunité pour Israël de se poser la question aujourd'hui, comment changer cette relation pour que les deux pays continuent de bénéficier de leurs atouts respectifs sans qu'il y ait cette dépendance au niveau de la production des armements. Et donc anticiper aussi peut-être un retour au pouvoir des démocrates avec une aide de plus en plus à gauche, et peut-être ne pas couper trop brutalement, trop vite aussi ? Il est clair que ce devrait être progressif. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais vous avez raison de rappeler qu'aujourd'hui, le Parti démocrate, et on l'a vu avec les dernières élections municipales, en particulier à New York, il y a une aile radicale du parti qui a de l'influence. Imaginez demain ces démocrates arriver à la Maison-Blanche. Enfin, il est clair qu'il faut se préparer à l'éventualité, je dis bien l'éventualité, d'une radicalisation du Parti démocrate et de la conquête de la Maison-Blanche par le Parti démocrate. C'est pas du tout un scénario impossible. Donc, il faut se préparer également à cette éventualité. Ouais, et puis en 2 mots, pour aussi conserver l'avantage stratégique sur les autres, parce qu'il y a l'Égypte, le Qatar, notamment, qui bénéficient de cette aide américaine. Il ne s'agit pas de les laisser devancer Israël aussi. Et également, n'oubliez pas l'Arabie Saoudite, qui récemment s'est vu fournir des avions F-35. Et là aussi, cela pose un point d'interrogation sur l'avantage comparatif d'Israël, qui s'érode de plus en plus dans la région. Donc il faut absolument repenser de façon approfondie et progressive la relation militaire qui reste indispensable entre Israël et les États-Unis, mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé ces 2 dernières années. Donc remettre à jour effectivement cet accord. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon. On a évoqué l'Iran tout à l'heure, et bien place à l'édito de Christian Mallard tout de suite. Quel rôle peut jouer
jouer la France encore au Moyen-Orient? On aura peut-être quelques éléments de réponse cette semaine à l'occasion de la visite à Paris du chef de la diplomatie iranienne. Elle intervient dans un moment de haute tension. Christian Mallard, bonsoir. Christian, notre consultant diplomatique à Paris. À quoi ressembleront d'après vous ces échanges entre Jean-Noël Barrot et Abbas Araghchi? Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui rencontre son homologue iranien Abbas Araghchi, c'est un peu la rencontre du diplomate amateur face au poids lourd du mensonge et de la manipulation. Il faut rappeler que la France, avec l'ancien ministre de la Défense socialiste, Jean-Yves Le Drian, a tout fait dans le passé pour aider l'Iran à contourner les sanctions américaines. Il y a plus d'un an, lors de la présidence tournante de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, n'avait pas hésité à déclarer à son homologue iranien, je le cite, « Votre pays a un rôle positif et constructif au Moyen-Orient ». Quelle aberration suprême pour le représentant d'un pays occidental qui sait pertinemment que le régime iranien est un régime terroriste et qu'il n'y a rien à en attendre. Aujourd'hui, entre programme nucléaire et tensions entre Israël, États-Unis et Iran, on ne peut imaginer un seul instant que la France puisse exercer la moindre pression sur le régime iranien pour obtenir ne serait-ce que le retour des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont exclus de toute visite sur les sites nucléaires depuis un certain temps. Il est vrai que l'Iran n'a pas envie de les voir devenir les témoins des dégâts commis par Israël et les États-Unis lors de la dernière guerre entre le 12 et le 25 juin dernier. À côté d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient, la France ne fait pas le poids. Pour reprendre les termes d'une fable de La Fontaine, elle veut être la grenouille qui devient aussi grosse que le bœuf. Dans le contexte actuel, il est hors de question que la France obtienne quoi que ce soit des autorités iraniennes. Jean-Noël Barrot ne peut être qu'un petit télégraphiste sans pouvoir. Eh bien, vérifiez donc cette semaine. Merci beaucoup, Christian Mallard, depuis Paris et nos studios. Et on en vient à l'international, et il sera question justement de politique française. C'est donc lui le grand favori pour succéder à Emmanuel Macron. Pourquoi pas? En tout cas, sondage choc. Pour la première fois, Jordan Bardella devance donc tous les autres candidats potentiels du moment, au premier comme au second tour de la présidentielle 2027. Édouard Philippe, malmené. Jean-Luc Mélenchon, écrasé. L'Élysée est-il à portée de main du dauphin de Marine Le Pen? On découvre tout cela d'abord avec Eva Fasseli. Un sondage qui fait l'effet d'un électrochoc. À 18 mois de la prochaine élection présidentielle, le dernier baromètre Odoxa propulse Jordan Bardella en tête de tous les scénarios testés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au premier tour, 35 à 36% d'intention de vote pour le président du Rassemblement national. Très loin derrière les figures du bloc central, Édouard Philippe plafonnerait à 17%, Gabriel Attal à 11%. Au second tour, l'écart est tout aussi spectaculaire, 53% face à Édouard Philippe, 56% contre Gabriel Attal et jusqu'à 74% face à Jean-Luc Mélenchon, une défaite écrasante pour le leader insoumis. Pourtant, la candidature du député européen n'est pas encore officielle, l'hypothèse Marine Le Pen restant suspendue à son dossier judiciaire. En mars dernier, elle avait été jugée inéligible. Le procès en appel aura lieu du 13 janvier au 11 février 2026. Jordan Bardella, âgé d'à peine 30 ans, affiche face à Marine Le Pen une popularité supérieure de 7 points parmi les sympathisants du RN, une transition qui semble déjà validée par l'opinion publique. Mais plusieurs responsables politiques appellent à la prudence. À 1 an et demi du scrutin, rien n'est figé. Les alliances et le casting des différents partis n'est pas finalisé et les dernières présidentielles ont montré que des renversements restent possibles, même si le président du RN apparaît aujourd'hui comme le favori sur la route de l'Élysée. Et il reste encore 1 an et demi tout de même. Nous sommes en ligne à Paris dans nos studios avec Meir Habib. Merci de nous rejoindre, ancien député des Français de l'étranger. Alors, on vient de le voir, Bardella, le RN, pourquoi ça passerait en 2027 plus qu'en 2017 ou en 2022, d'après vous d'abord? D'abord, pourquoi? Bonsoir. La France ne va pas bien, ça vous a pas échappé, David Neyman. J'écoutais tout à l'heure Jean-Louis Borloo, qui a été un des hommes avec qui j'ai démarré ma carrière politique à l'époque.
jamais la France ne s'est aussi mal portée et jamais les réponses qu'a portées ce gouvernement n'ont été aussi mauvaises. Et les Français n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, les sondages, en tout cas, donnent le Rassemblement national et Jordan Bardella gagnant. Donc ça, c'est un fait. Je connais Jordan Bardella, c'est un garçon de talent, jeune, sur des causes qui me sont extrêmement chères, c'est-à-dire le combat contre l'antisémitisme et pour moi la défense d'Israël, qui est le premier rempart contre l'islamisme dans le monde et en France notamment. Son parti et lui-même ont été irréprochables. Et je ne fais pas partie du Rassemblement national, mais il est important de le préciser. J'ai passé 3 jours à l'époque avec lui en Israël. On a même rencontré le Premier ministre, longuement. D'ailleurs, j'étais hier soir chez le Premier ministre et on a commenté justement ces sondages. Il s'intéresse beaucoup, Benjamin Netanyahu, à ce qui se passe en France. Et on avait hier soir justement ce sondage lorsque je l'ai vu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Bardella, c'est certainement mieux pour la France que ce qui se passe à l'extrême gauche, à gauche. Et vous dites, voilà. Et après, on va voir qui. Vous dites qu'avec lui, on peut s'attendre à une lutte plus efficace contre l'antisémitisme. Écoutez, ce que je sais, au-delà de l'antisémitisme, l'islamisme est en train de gangréner la France. Les frères musulmans, et c'est pas pour rien, ça vous a pas échappé. Je sais pas si vous imaginez qu'aux États-Unis, les frères musulmans vont devenir un mouvement qui va être interdit, un mouvement terroriste. Mais en France, on se rend compte de rien. Et le prosélytisme des frères musulmans est bien sûr dangereux pour les juifs, mais avant tout dangereux pour la France. C'est ma conviction absolue, c'est ce que je vous le dis en tant que député honoraire du Parlement, mais qui a été élu à 4 reprises, et j'aime la France. Et donc, mais accessoirement, et pas que accessoirement, par ces déclarations, j'ai reçu un coup de téléphone de Jordan Bardella, par exemple, le jour de la libération des otages. J'ai reçu un très long message de Marine Le Pen ce jour-là. J'ai pas reçu... donc, je tiens à le dire. Et je vous le dis encore une fois, je ne fais pas partie du RN. Mais il n'y a plus, je l'ai dit depuis 3 ans, et certains de ma famille politique, c'est-à-dire des Républicains, commencent à le dire, il y avait un cordon sanitaire autour du Rassemblement national, et force est de constater que les Français ont cassé ce cordon sanitaire, et moi, ça fait bien longtemps que je l'ai cassé. Ça ne veut pas dire que il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, en particulier leur programme économique. Bon, Jordan Bardella me dit, mais hier, il y a beaucoup de choses qu'on va changer, on est beaucoup plus proche, etc. Je ne sais pas, on verra. Mais là, je ne suis pas là pour choisir. On est là ensemble, David, ce soir, pour commenter un sondage qui ne m'étonne pas, qui est clair, net, précis. Voilà, justement, quelques mots pour conclure. Sur le fond, est-ce que vous pensez qu'on est face à une tendance de fond, un élan des droites en Europe, d'ailleurs un parallèle peut-être avec Israël, où il y a aussi cet élan patriotique depuis maintenant plusieurs années? Pour conclure. En tout cas, moi, je serais heureux qu'il y ait un élan patriotique en France. Je serais heureux, et je le dis depuis de longues années, qu'avec Éric Ciotti, qu'avec les Républicains, qu'avec les gens qui sont à droite et au centre droit, il n'y ait plus les barrières qu'il y avait auparavant, qui a fait que la gauche a été élue, ou les alliés de la gauche ont été élus depuis maintenant une quinzaine, depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus président, en permanence. C'est ça qui se passe. Parce qu'on diabolise en permanence des gens, mais là aujourd'hui, quand vous avez au premier tour 36% des Français, et je compte pas les voix d'Éric Zemmour, et je compte pas encore beaucoup de voix de droite, donc manifestement les Français sont en train d'ouvrir les yeux. Et c'est pas... Je pense que c'est plutôt une très bonne chose pour la France, une très bonne chose pour la relation entre la France et Israël. Bonne nouvelle, une très bonne chose aussi pour la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, malgré encore beaucoup de points d'interrogation, sera-t-il candidat? C'est l'une des questions centrales. Merci beaucoup à vous, Meir Habib, d'avoir été avec nous ce soir en direct de nos studios à Paris. Voilà, et pour conclure, pour la 2e année consécutive de Consistoire centrale de France et de Keren Hayesod ont organisé au Kotel à Jérusalem les bar mitzvahs et bat mitzvahs d'enfants venus du nord et du sud d'Israël, des enfants qui portent encore dans leur chair les blessures du 7 octobre. Reportage adapté par Alexandre Riaï. Jérusalem, jeudi dernier. Le grand rabbin d'Israël, David Yosef, s'avance vers le mur occidental. Il vient bénir des dizaines de jeunes garçons qui célèbrent aujourd'hui leur bar mitzvah. Jusqu'à sa bar mitzvah, un jeune n'a que de mauvais instincts. Vous avez désormais, avec votre bar mitzvah, les capacités de discerner le bien du mal. Malgré tout ce que le peuple d'Israël a traversé, nous sommes là pour remercier le Tout-Puissant qui vous a permis d'arriver à l'âge de la bar mitzvah.
Pose du talit et des téphilines, lecture de la Torah, ces enfants atteignent leur majorité religieuse selon la tradition juive. À leur côté, plusieurs jeunes filles célèbrent également leur bat mitzvah. Mais ces adolescents n'ont pas eu une enfance ordinaire, ils sont issus de familles originaires du nord et du sud d'Israël et portent encore dans leur chair les blessures du 7 octobre. Et pourtant, ils délivrent aujourd'hui un message empli de résilience et d'espoir. Le 7 octobre à 6h20, nous avons été réveillés par les missiles. Des terroristes sont entrés chez nous à Ofakim. On a entendu des tirs et beaucoup de gens sont sortis pour combattre et nous défendre. Aujourd'hui, mon rêve est que tous les Israéliens soient unis, qu'il n'y ait plus de guerre et que le Messie arrive prochainement. Pour moi, le 7 octobre et la guerre ont été très éprouvants. Nous avons dû apprendre à vivre avec les alertes à la roquette du Hezbollah. Mais aujourd'hui, on regarde devant nous. Je suis très heureuse de célébrer ma bat mitzvah au Kotel aujourd'hui. Je rêve de devenir écrivain. Pour la seconde année consécutive, cette initiative est portée par le Consistoire central de France et le Keren HaYesod. Élie Korchia souligne le soutien indéfectible de la communauté juive de France à Israël et à ses enfants. On sait bien que la bar mitzvah, comme la brit mila lorsqu'on est, et le mariage, évidemment, ce sont des moments importants. Ce sont des moments structurants pour la vie d'une fille comme d'un garçon. Et organiser ces bat mitzvot, ces bar mitzvot aujourd'hui pour tous ces enfants, ces 120 enfants, quelque part, c'est un signal de vie. Et je crois qu'après tout ce qui a été vécu de difficile depuis 2 ans, et notamment cette période de guerre, qu'ils puissent faire cette bar mitzvah et cette bat mitzvah qui va rester un des plus beaux souvenirs de leur vie, je crois que pour nous, c'est la plus belle des satisfactions. Pour Rachel Kahn, marraine du Keren HaYesod, le 7 octobre a révélé le courage de ses enfants et renforcé l'unité du peuple juif. C'était important, après les 2 années qu'on a vécues, d'être aux côtés de ces enfants qui n'ont pas une vie facile et qui sachent que partout dans le monde, on les soutient. Le peuple juif est un peuple debout. En fait, c'est beau, c'est-à-dire que ces enfants, même si très tôt, avec la guerre, certains n'ont plus leur papa, n'ont plus leurs parents, leur maman, malgré tout, le peuple est derrière chaque enfant avec son histoire particulière. On est un. Plus tôt dans la journée, la cérémonie s'est ouverte en musique au cœur d'une marche joyeuse depuis la porte de Jaffa. L'envolée de ballons est venue rappeler qu'au-delà des blessures, une nouvelle page tournée vers la vie continue de s'écrire pour tout le peuple d'Israël. Voilà, belle image de jeunesse et d'avenir. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'une des principales informations de la soirée. Un corps d'otage qui a été restitué ce soir par des groupes terroristes palestiniens depuis la bande de Gaza. Identification en cours à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir. Voilà, tout de suite, ça se débat avec Raphaël Hassine. Très bonne soirée à tous sur Internet.